parce que les experts, ce sont les enseignantes, les enseignants dans la salle de classe qui, oui, reçoivent plein de formations, entendent parler plein de balados intéressants, des lectures. Plus ça va, plus on a des ressources, mais qu'ils vivent sur le terrain, qu'ils l'essaient. Bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous des acteurs inspirants en FAD. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Jean Bélanger, qui est conseiller pédagogique récit au Centre de services scolaires des Phares. Jean et moi avons discuté de la place et de l'importance du développement professionnel dans son milieu. Il m'a également dévoilé un nouveau projet qui lui tient beaucoup à cœur, un balado intitulé Plein phare. Je vous souhaite un excellent visionnement, les amis. Alors, j'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'être en compagnie de Jean Bélanger, conseiller pédagogique récit au Centre de services scolaires des Phares. Salut, Monsieur Bélanger, comment ça va? Bonjour Maxime, ça va super bien. À chaque fois qu'on a à travailler, collaborer ensemble, ça va bien, c'est un plaisir. Ben, je suis toujours aussi content de pouvoir te jaser. Jean, on s'est connus, je pense, on avait commencé cette relation-là professionnelle quand j'étais à l'école branchée. Moi, j'avais entendu parler de toi un peu, puis je suivais ce que tu faisais. Je pense que c'est peut-être une couple d'années, si je ne me trompe pas. C'est ma deuxième année seulement, là, donc le temps passe vite hein, avec tous ces changements-là qu'il y a eu là, avec l'univers pédago-numérique puis, depuis l'an dernier, là, mais c'est ma deuxième année là, seulement comme conseiller pédagogique du récit. Mais on a parcouru beaucoup de chemins en peu de temps. Ben oui, tellement. Puis Jean, tu étais enseignant à quel niveau, quelle matière avant ça? J'ai une formation là, en enseignement secondaire de l'univers social, mais aussi de l'éthique et culture religieuse. J'ai enseigné là, plusieurs matières, mais principalement ces matières-là, là, donc surtout au secondaire. Puis je me suis promené quand même pas mal. Là. J'ai eu plusieurs expériences avant ça, là, des suppléances à tous les niveaux, puis des contrats aussi. Mais c'est vraiment l'éthique qui m'a amené sur le terrain du pédago numérique parce que l'agir citoyen, le citoyen à l'ère du numérique, l'éthique est au cœur de ça. La compétence éthique, c'est au cœur du cadre de référence des compétences numériques. Oui. Puis c'est quelque chose qui m'interpelle, que je maîtrisais quand même bien. Puis c'est un peu ces réflexions-là qui m'ont mené vers des interventions dans le domaine du numérique. OK. Donc, de fil en aiguille, c'est une passion que tu avais là, pour le numérique qui t'a fait devenir comme ça conseiller pédagogique récit. Probablement que tu étais toujours aussi porté à accompagner, aider tes collègues quand tu étais enseignant. On se tourne vers le numérique parce que finalement, par passion, mais aussi, on n'a pas le choix. Là. On est là-dedans, on baigne là-dedans. C'est un peu ça, moi aussi, là, mon genre de parcours, ça ressemble un peu au tien, là, où ce que c'est des passions qu'on développe puis dans nos pratiques, puis on essaie des affaires, puis on partage avec nos collègues, puis on aime ça les accompagner puis les aider là-dedans, puis ça nous mène à, c'est ça, à un autre poste. Exactement, c'est ça. Mon passé par rapport à l'enseignement vraiment disciplinaire, des réflexions, amener ça avec les élèves, c'est quelque chose qui est d'intérêt. Puis après ça, dans la façon de le vivre au quotidien avec les collègues, c'est un peu ce que tu viens d'exprimer. Là. C'est l'idée d'arriver à répondre à des questions. Là. Nous, au Centre de services scolaires des Phares, on a une façon de faire avec un groupe d'enseignants, enseignantes qu'on appelle nos réseautiques, là, qui sont là pour répondre en première ligne, qui font partie d'une équipe. Là. On collabore beaucoup avec eux. Et eux, ils nous aident dans notre travail de conseiller pédagogique du récit. Puis avant ça, j'ai travaillé comme réseautique dans mon école. Okay.
ça, là, de fil en aiguille, là, ça faisait déjà Oui. des tâches que je faisais. Là. OK, parfait. Puis, tu sais, depuis que tu es conseiller pédagogique récit, là, c'est ça ne doit pas être les projets et les tâches qui manquent. Là, tu sais, depuis le début déjà de l'année 2022, vous êtes parti en force. Là. Il y a eu votre journée du numérique le 5 janvier, je pense, qui a été un franc succès. Veux-tu nous en glisser un petit mot de peut-être le processus, comment ça s'est passé, les retombées aussi de ça un peu? Ben oui, les retombées, il est encore tôt, mais on les ressent déjà, les retombées. On a organisé, en fait, une journée de formation complètement à distance, là, une espèce de colloque numérique. Plutôt que d'offrir quelques webinaires là, au cours d'une journée pédagogique, on a offert un large choix d'ateliers, de formation, une conférence d'ouverture, donc un peu sous forme de colloque, avec des choix d'ateliers à différents blocs, beaucoup de liberté, là, dépendamment des écoles, des enseignants. Il y en a qui ont pu participer à toute la journée, d'autres une partie. Mais ce qui a caractérisé notre offre de formation, c'est vraiment la flexibilité. Dans chacun des blocs d'atelier, il y avait 7, 8, 9 choix de formation différentes, des petits blocs d'une heure de formation. Donc, les enseignantes pouvaient aller chercher ce qui correspondait à ce qui les interpellait, parfois de façon disciplinaire, parfois pour aller chercher des trucs concrets. C'était beaucoup axé sur le numérique. On a essayé de faire un lien direct avec le plan d'action numérique, là, c'est-à-dire on voulait, développer la compétence numérique chez l'ensemble du personnel, des élèves et tout, là, faire avancer ça, mais surtout le deuxième volet du plan d'action numérique qui est de profiter du numérique et d'en faire une espèce de valeur ajoutée à l'enseignement. On sait que c'est extrêmement chargé, tout ce qui s'est développé. Plutôt que de surcharger les enseignants avec plein d'autres informations, on a décidé d'aller vers une offre flexible où les enseignantes allaient pouvoir aller choisir ce qui pourrait correspondre à leurs besoins, soit pour les inspirer, soit pour les outiller sur quelque chose qu'ils avaient besoin d'aller chercher comme nouvel outil. Et ça, c'est une grosse action qu'on a fait parce que c'est un des défis, c'est de rejoindre des centaines d'enseignants dans leur quotidien. On a eu de super bons retours là, sur les appréciations d'ateliers, puis sur la façon que ça a été fait. Pour nous, ça, c'est vraiment une grosse action. L'idée, c'est de rejoindre le plus de gens possible dans l'offre de formation. Il faut la diversifier. On ne peut pas faire juste des journées comme ça. Il y a des gens qui avaient d'autres choses lors de cette journée pédagogique-là. Puis si c'est normal, on le comprend. On multiplie nos interventions. On multiplie notre offre de formation avec ce genre d'action-là qui rejoint à la fois un grand nombre de personnes et qui est susceptible d'aller rejoindre individuellement les enseignants. Donc, c'est ce qu'on fait aussi avec nos élèves. Hein. On essaie de différencier l'offre en fonction des besoins des élèves. C'est ça, c'est exactement la même chose avec le personnel enseignant. D'aller rejoindre, parce que comme tu l'as dit, on est bombardé d'informations, de nouveautés technologiques. Souvent, on ne sait plus où donner de la tête. Nous, on est dans le domaine du numérique pas mal, toi et moi, puis on essaie de rester à l'affût de tout ce qui se fait, mais un enseignant qui est devant ses élèves à la journée longue n'a pas le temps nécessairement de débroussailler tout ça. Fait qu'imagine quand on le bombarde d'offres comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense, un plan gagnant d'y aller avec une offre différenciée puis d'essayer d'aller choisir puis de cibler quelque chose en particulier. Puis moi aussi, j'ai entendu que du positif de cette journée-là. Je pense que vous avez vraiment démarré en Lyon 2022 puis ça a été apprécié de tous les acteurs impliqués. Puis, tu sais, 2022, ça démarrait aussi avec l'enseignement à distance pour tout le monde. Donc là, on a-tu affaire à un copier-coller de l'année passée? Comment vous vivez ça présentement, là, ce basculement-là? Sens-tu que les expériences acquises de 2020 et 2021 là, ont porté fruit là, pour ce nouveau basculement-là? Comment ça se passe chez vous? Bon point, Maxime. Ça se passe, j'oserais dire bien, mais
il y a des défis, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Ça reste complexe, on sait, on le vit dans les familles, hein, nos enseignantes. Les enseignants ont des enfants à la maison qui font l'école à distance, eux autres aussi en même temps à gérer. Il y a plein d'enjeux qui sont nouveaux, on est en ajustement, mais là où j'ai envie de dire ça va bien, c'est quand je prends l'ensemble de la chose là, dans une perspective d'évolution depuis l'an dernier. Ta question a été organisée comme ça là, ou articulée en disant par rapport à l'an dernier, tout le monde a fait des pas de géant. Puis on n'est pas obligé de tomber à pieds joints dans le numérique mur à mur, puis de baigner là-dedans tous les jours comme toi et moi pour avoir quand même évolué là-dedans. Il y en a qui ont pu mieux saisir tout de suite quelle était leur zone d'aisance, quels étaient leurs défis, puis ce qu'on a pu mettre en place depuis l'an dernier comme équipe qui supporte, puis avec ma collègue Julie, là, qui est conseiller pédagogique du récit aussi, ce qu'on a pu mettre en place pour les supporter, c'est beaucoup... ça aussi, ça a évolué. Puis maintenant, les enseignantes savent peut-être mieux où aller chercher des ressources, j'ose espérer. On reçoit des appels, on reçoit des demandes de support direct de gens qui nous connaissaient peut-être moins au début. Donc, même quand il y a des plus gros enjeux, il y a de quoi qui a changé. Il y a des pratiques qui ont évolué. Même les outils ont évolué. Hein. Même avec les grandes compagnies, là, les produits à Google dans d'autres centres de services, les produits Microsoft ici, ailleurs, même ces outils-là ont fait des bons géants. Tout est devenu un peu plus facile, en même temps, mais il y a tellement de choses à saisir. Donc là, ça, c'est la réponse générale. Oui, ça évolue, on fait des bons géants, mais ça me semble quand même évident. Nous, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On faisait des salles de soutien l'an dernier. On était là, prêts à répondre pour des interventions juste à temps. Mais ça, le seuil minimal, là, savoir cliquer où, faire quoi, puis donner des formations de mur à mur à tout le monde là, de base pour l'utilisation des outils, ça, on a fait ça, mais ça ne répond plus aux besoins. Quand on a continué de faire ça, les gens ne venaient plus dans les interventions juste à temps. Il faut s'ajuster. On fonctionne beaucoup avec nos réseautiques dont je parlais tout à l'heure, là, des gens qui sont les oreilles sur le terrain. Souvent, eux nous réfèrent, nous envoient les profs pour des questions. On continue de faire beaucoup d'interventions juste à temps, mais on est beaucoup plus interpellés directement. On met des choses en place comme ça pour faire des opérations individuelles de support. Puis, on va souvent répondre à des demandes qui sont plus spécifiques. Donc, dans une école, par exemple, on va regrouper des profs. On va offrir une session de questions-réponses sur un outil ou sur des façons de faire. On va offrir des journées comme la journée du numérique là, du 5 janvier dernier, où on va rejoindre plus de gens. Fait que c'est la multiplication des actions. Puis là, on apprend aussi là, à monitorer, à évaluer. Bon, telle action, on a rejoint moins de gens, c'est moins efficace. Je reçois 3-4 fois la même question, mais je vais préparer un procédurier, faire un petit tutoriel, on a des réponses, on va être capable d'aider plus efficacement. On va bâtir des ressources, réseauter beaucoup. Là, c'est vraiment nos enseignants sur le terrain qui nous aident. Ça, OK. Donc, vraiment, moi, ce que je retiens de ça, c'est que vous êtes en adaptation constante. Vous êtes aussi très, très flexible dans votre approche pour vous adapter aux besoins. Puis, les besoins qui peuvent être très, très différents d'un enseignant à l'autre, tout dépendant du contexte, du niveau d'enseignement, de comment ça se passe aussi dans sa maison, à cet enseignant-là, avec tout ce qu'il peut avoir aux alentours de ça. Donc, c'est quelque chose, c'est ça, c'est très, très, moi, ce que je considère, puis la conclusion de ça, c'est pas mal très, très humain, tout ce qu'on vit. On le vit à distance, mais l'humain est encore une fois au centre de toutes nos interventions. Puis on se ramène toujours à ça, au lien, à l'humain, puis la relation finalement que tu as avec les enseignants, la relation qu'ils ont avec leurs élèves. C'est au cœur vraiment de la réussite de tout ce beau monde-là.
Ouais, très, très exactement, Maxime. On voit là, quand le lien est créé, quand c'est une enseignante que je ne connais pas, qui m'interpelle pour la première fois, puis que euh, la réponse est satisfaisante pour l'enseignante, qu'elle sent qu'on est là pour l'aider, pas nécessairement, elle va avoir tendance à revenir quand on va avoir une autre question. Fait, c'est un peu la même chose qu'avec nos élèves. Là. Ça, il n'y a pas de doute. C'est ça. Tout est dans l'approche humaine qu'on a avec eux autres, dans l'empathie, l'écoute. Je pense que pour un conseiller pédagogique, ce sont des valeurs qui sont les bienvenues pour bien faire notre travail. Jean, je veux aussi t'entendre, là, avant de conclure l'entretien ensemble, je veux t'entendre moi, sur un projet que j'ai vu passer au CSS des Phares, dont tu m'as parlé, un projet qui m'a allumé beaucoup, qui est votre balado, votre podcast qui s'appelle Plein Phare. J'ai écouté le premier épisode de ça. Moi, je suis tombé sous le charme de votre format. Veux-tu nous expliquer un peu plus en détail c'est quoi ça, Plein Phare? Bien, Plein Phare, c'est qu'on met le phare, on met la lumière à un endroit, on précise, on a une intention, un sujet qu'on explore, puis on le fait avec une enseignante ou un enseignant. Puis c'est cette personne-là qu'on met de l'avant. Euh, puis l'idée derrière ça, j'aime ça que tu en parles et que tu dises que ça t'a interpellé comme ça parce que le concept derrière ça, c'est d'accompagner une enseignante ou un enseignant, puis de le laisser parler, s'exprimer sur des sujets de pédagogie. L'intérêt du balado, ce format-là, ce média-là, c'est de créer un climat propice à la conversation. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là, toi et moi, Maxime. On tient une conversation pédagogique. On discute de pédagogie. Là, on a pris la posture de parler de conseillance pédagogique un peu, mais on en discute. Et c'est intéressant pour les gens qui écoutent ça d'être comme le petit oiseau qui entend des gens parler de pédagogie. On se reconnaît là-dedans, on a envie d'interagir quand on est le spectateur, ça nous amène à réfléchir. Puis dans le dialogue, on formule nos idées, on les précise, puis on vient les confronter à d'autres qui vont parfois les bonifier. Puis je disais tantôt que c'est mon passé d'enseignant en éthique et culture religieuse qui m'a mené vers ce que je fais aujourd'hui. Mais on a une compétence qu'on cherche à développer avec nos élèves, qui est la pratique du dialogue. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Fait qu'on tente de faire ça à cause du format. Puis je trouve ça tellement porteur d'essayer de travailler autour d'une culture ou d'une façon de faire où ça devient normal de discuter de pédagogie, d'avoir des conversations professionnelles parce que les experts, ce sont les enseignantes, les enseignants dans la salle de classe qui, oui, reçoivent plein de formations, entendent parler plein de balados intéressants, des lectures. Plus ça va, plus on a des ressources, mais qu'ils vivent sur le terrain, qu'ils l'essaient. Puis souvent, bien, quand on est à la salle des profs, c'est normal de vouloir échanger avec les collègues, puis de rire de situation, puis de dire que bon, telle affaire, ça ne marche pas sur la visioconférence, puis partager un bon coup d'un élève, mais ça reste très souvent à la surface parce qu'on a besoin de décrocher, c'est normal. De prendre le temps d'avoir une conversation avec des contenus professionnels, puis de faire de s'assurer de partager ça avec d'autres, mais c'est là où on construit un savoir qui est collectif. C'est là où on s'enrichit des réflexions et des pratiques des autres. C'est ça l'idée du balado. C'est de prendre des enseignants, leur donner le plancher, de bonifier les conversations. J'ai plein de gens qui viennent, des conseillers pédagogiques, des profs d'université, toutes sortes d'experts en éducation. Ils viennent se joindre à la conversation. Mais la personne qui est notre invité spécial, c'est toujours un enseignant ou un enseignant parce qu'ils ont des choses à partager. Ils en font des réalisations extraordinaires dans leur salle de classe. Puis, ce qui peut avoir l'air ordinaire est souvent génial. Puis, quand ils prennent la peine de le formuler,
puis qu'après ça, ça vient être enrichi par une réflexion, des fois qui est théorique ou qui est tout simplement un autre exemple dans une autre salle de classe. Mais là, on vient vraiment créer un climat puis une culture d'information très riche, puis de partage, puis de collaboration. Puis, tu sais, on se rend compte, là, parce que des podcasts en éducation, tu sais, on en entend, on en voit de plus en plus, mais on se rend compte de la richesse de ce qui se passe dans les milieux. C'est un médium, tu sais, c'est un format qui est tellement intéressant pour s'ouvrir aux autres, puis, tu sais, accueillir les autres, finalement, dans notre salle de classe. Tu sais, l'enseignant, l'enseignante qui va partager ça avec toi, ben, c'est presque comme si j'étais avec elle, tu sais, dans sa salle de classe, à regarder sa pratique, puis à m'inspirer, puis à dire, tu sais, ben, moi aussi, je vis ces situations-là, je me reconnais dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Tu sais, c'est ça qui est inspirant, puis qui nous interpelle au bout comme enseignant, tu sais. Ben exactement, Maxime, tu as parlé d'accueil. C'est le sentiment que j'ai, puis les enseignantes, les enseignants qui viennent collaborer à mon podcast, à notre balado, plein fort, ben, ils viennent, ça prend beaucoup d'humilité pour venir faire ça, puis ils le font, puis c'est de l'accueil, puis c'est de la bienveillance, puis on parle de ces mots-clés-là souvent. Ben là, c'est une espèce de réalisation concrète. Qu'on arrive en toute humilité, qu'on se sent accueilli avec de la bienveillance, ben on est en confiance, puis on se livre, puis on explique ce qu'on fait dans notre classe, puis on est prêt à le réfléchir avec d'autres. Ben, on en sort motivé, inspiré aussi. C'est un peu l'idée de ce type de projet-là. Puis, je referai un lien avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, là, notre journée du numérique, le support qu'on offre, tout ça. C'est des façons différentes. On essaie de multiplier les offres pour essayer de rejoindre un peu tout le monde de plus de manières possibles. C'est un défi. Le temps nous est compté, la charge elle est lourde. C'est pas facile d'être enseignante, d'être enseignant. Beaucoup de choses à préparer, à penser, de suivi à faire. C'est de plus en plus exigeant, je crois. Il faut reconnaître ça, puis il faut s'adapter dans notre conseillance pédagogique, dans nos façons de faire pour accompagner à ces réalités-là. Puis il faut que ce soit facilitant. Il faut que ce soit des ressources faciles à aller chercher pour les enseignantes, puis qu'ils ne sentent pas que ce soit des surcharges, mais bien un bonus ou un à côté ou quelque chose qui va plutôt les aider à sauver du temps ou de l'énergie au bout du compte ou qui va les inspirer puis les lancer puis qui va leur donner envie de continuer à développer quelque chose. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là qu'on développe l'ensemble de nos offres et des stratégies qu'on prend la peine de déployer. C'est moi ce que je retiens là, de notre conversation, Jean, c'est vraiment que l'accompagnement, c'est un facteur clé, c'est vraiment un facteur de réussite à toute situation d'ambiguïté ou de défis qui vont être vécus par les enseignants. L'accompagnement de leurs collègues, oui, ensemble, l'équipe école, l'accompagnement des conseillers pédagogiques, des gestionnaire, c'est clairement un des facteurs de réussite très, très fort pour passer à travers ces défis-là du 21e siècle. Puis on est dans un bon défi en ce moment là, qui est l'enseignement à distance. Moi, c'est comme ça que je vois ça un peu, notre conversation. Là. C'est vraiment que ce facteur-là de réussite, l'accompagnement, il est très, très fort. Je sens qu'il est très, très fort auprès de toi, de ta collègue aussi, Julie, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, je suis bien content de t'avoir reçu, Jean, pour pouvoir partager tous ces beaux projets-là, ces beaux moments-là que tu vis avec tes collègues puis avec tes enseignants au CSS des Phares. Je te souhaite vraiment une belle année 2022, peu importe ce qui s'en vient comme situation d'ambiguïté ou de défi dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous êtes outillés au CSS des Phares, je pense, pour accompagner de la meilleure façon qui soit tous vos enseignants. Ils sont chanceux de vous avoir.
Un gros merci, Jean, puis j'espère qu'on va se reparler très bientôt. Merci à toi, Maxime, pour ton invitation. C'est toujours un plaisir.